Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Panorama Média, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité sur la RTB2. Trois sujets au menu de ce rendez-vous du jour. Dans un premier temps, nous parlerons de la lutte contre le terrorisme au Burkina avec l'adoption cette semaine à l'Assemblée nationale de la loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie. Dans la deuxième partie, il sera question encore une fois de la présidentielle de 2020 avec les préparatifs du côté de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et enfin, dans la troisième partie, nous évoquerons un autre sujet, la crise à la police municipale de Bobo-Dioulasso où rien ne semble aller. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois sur ce plateau quatre invités, quatre journalistes qui ne sont donc plus à présenter. À ma gauche, Ismaël Satuné-Paré, journaliste reporter à la RTV de télévision. Ismaël, bonjour. Bonjour. Et juste à côté, Moutamou Kani, directeur de publication de l'Express du Faso. Kani, bonjour. Et à ma droite, Ahmed Zerbo, vous êtes directeur de publication du journal Libération. Zerbo, bonjour. Bonjour, M. Sano. Et juste à côté, Serge Thié, journaliste à la radio LPC, La Liberté de parler et de communiquer. Serge, bonjour. Moussa, bonjour. Voilà donc pour ce qui est du décor de ce numéro de votre émission Panorama Média de ce dimanche 26 janvier 2020. Place au débat et à notre premier sujet, la loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie. Une loi votée cette semaine à l'Assemblée nationale et dont l'objectif est de donner un cadre juridique à cette nouvelle trouvaille dans la lutte contre le terrorisme au Burkina. On connaît donc désormais quelques contours de cette loi. Alors, quelle appréciation? Ok, vraiment merci. Je pense que la loi a été votée à l'unanimité par les députés. Alors, le contexte, effectivement, le cadre juridique est connu. Alors, les volontaires seront effectivement recrutés par secteur, par village, et ils seront formés en 14 jours, au maniement... 2 semaines. 2 semaines. Oui. 2 semaines. Au maniement des armes, dans la formation dans le domaine des renseignements et autres. Alors, moi, je pense que en 14 jours de formation, est-ce que effectivement ces volontaires-là seront effectivement aguerris pour faire face effectivement à des attaques terroristes? C'est la question que l'on se pose. Alors, le recrutement de ces volontaires, est-ce que ça ne va pas déboucher effectivement à des règlements de compte, puisqu'ils seront armés? Voilà, même si on dit que c'est des armes légères, que ce soit une arme légère, en tout cas, la personne sera investie d'un certain pouvoir. Est-ce que effectivement ces gens-là, ils ne vont pas effectivement essayer de régler des comptes avec, en tout cas, des gens dans les quartiers? Est-ce que ces volontaires-là ne seront pas effectivement infiltrés par effectivement les forces du mal et recrutés? Alors, c'est la question que l'on se pose. Sinon, en tout cas, la loi a été votée. La loi a été votée. Déjà à toutes ces questions, non? Oui, non, mais pas forcément. Pas forcément. Puisqu'on parle effectivement d'enquête de moralité. C'est vrai qu'ils vont les recruter, même dans les corps, en tout cas, réguliers, oui. Comme en tout cas la police, la gendarmerie, il y a toujours des brebis galeuses, hein, ça il faut le dire. Alors, mais la question que l'on se pose maintenant, est-ce que réellement ces gens-là vont effectivement ils pourront réellement remplir leur mission? Puisque, bon, c'est vrai, lutter en tout cas pour la défense de sa patrie, c'est une cause noble. Voilà, vous voyez, même l'opposition... C'est un sacrifice. Voilà, c'est un sacrifice, c'est une cause noble. Même, vous voyez, même l'opposition... tout le monde était d'accord effectivement avec la loi. Mais la question que l'on se pose maintenant, est-ce que ces gens-là seront effectivement à la hauteur de leur mission? D'accord. Ismaël Paré. Okay. Merci bien. Vous savez... Je vais poser une question. Okay. Est-ce que ces volontaires seront à la hauteur de la mission? Je dirais même que c'est un questionnement que Géraud a posé. C'est tout à fait légitime. C'est des questions que bon nombre de Burkinabés se posent. Mais avant de répondre à cette question ou à ces interrogations de Zerbo, il convient de préciser ici que depuis le 7 novembre 2019, le chef de l'État, dans son adresse à la nation, oui, avait déjà, en tout cas, dit publiquement qu'il fallait impliquer des volontaires. Il fallait impliquer forcément des volontaires dans la lutte contre l'insécurité. Donc je pense que le vote de la loi le mardi dernier est venu pour concrétiser. Ça veut dire qu'on a vu que les députés ont donné une caution
au chef de l'État. Mais ce qui est assez important ici, c'est que ça a été un vote à l'unanimité. Ça, c'est assez intéressant. Parce que vous voyez que, en fonction des couleurs politiques, très souvent, c'est assez rare de voir qu'une loi puisse, en tout cas, malgré les diverses, bien sûr, avoir quand même, au-delà des colérances politiques, là, puisse avoir, en tout cas, l'unanimité des députés. Mais ce qui est intéressant à relever, ça montre aussi, c'est un signal fort, ça montre que sur des questions d'intérêt national, sur des questions, en tout cas, qui dépassent les clivages politiques, etc., oui, les gens sont capables de se hisser à un certain niveau pour, en tout cas, parler d'une même voix. D'autant plus que l'opposition, cette proposition avait été déjà faite par l'opposition. Donc, ça serait vraiment malaisé de voir que l'opposition, en tout cas, se soustrait de cette loi. Mais ce qui est intéressant aussi, il faut le souligner, dans le fond, l'opposition a émis beaucoup de réserves, a donné aussi sa ligne de conduite. Dans l'application, ça peut ne pas, en tout cas, répondre à de l'opposition, mais il fallait mettre à contribution les uns et les autres. Maintenant, par rapport à ce que Zerbo vient de dire, il dit que le cadre juridique n'est pas... Nous sommes au début... C'est des contours pour le moment. Oui, nous sommes au début de la mise en œuvre du cadre juridique. C'est vrai qu'une loi est là. Une loi, c'est une disposition générale et impersonnelle qui s'applique à une situation donnée pour l'avenir. Mais ici, il faut des décrets d'application parce que la loi est encore plus générale et encore plus large. Maintenant, c'est le décret d'application qui viendra répondre aux interrogations, aux questionnements des Zerbo. Et je suis sûr que certainement, il trouvera les réponses dans le décret d'application. Maintenant, pour finir, vous voyez un peu, la loi fait 5 chapitres, fait 23 articles qui définissent un peu la qualité du volontaire, les missions. Parce que si vous prenez par exemple l'article 3, on lui demande le patriotisme, la loyauté, la discipline, la disponibilité, la neutralité. Bon, c'est vraiment des valeurs qu'on demande à un agent public ou bien à tout Burkinabé. Donc, du coup, quand on voit également le mot de recrutement qui va être fait dans les secteurs, etc., ça nous plonge un peu dans... comment est-ce que les CDR aussi, dans le temps des CDR, sous la Révolution, etc. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'inquiétudes à ce niveau, la qualité des hommes. Monsieur Kane, est-ce que vous partagez ces inquiétudes? En partie, oui. Mais je voulais tout simplement dire que ce qu'il vient de dire en disant qu'à l'Assemblée, c'est à l'unanimité que la loi a été adoptée. Ça m'étonnerait qu'effectivement, il se trouve des gens aujourd'hui à l'Assemblée qui disent qu'ils votent contre la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas possible. Donc c'est une question, c'est une logique et je dirais une logique politicienne. Voilà. Ceci étant, alors, vous savez, j'ai toujours dit par rapport au recrutement de ces volontaires-là que nous fassions très attention. Parce que si c'est un problème d'effectif dans l'armée, à la gendarmerie et autres, qu'on recrute officiellement du personnel et qu'on le forme à la lutte contre le terrorisme à long terme. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui recruter des volontaires. Qui n'est pas volontaire? Qui ne l'est pas? C'est toute la question. Alors c'est toute la question. Vous ne pouvez pas aujourd'hui recruter des volontaires. Quels que soient les critères, quelle que soit la loi qui va encadrer, vous allez en faire quoi après? Vous allez les intégrer au bout d'un certain âge, dans l'année, dans l'armée. La loi prévoit qu'ils ne seront pas intégrés. Bon, alors s'ils ne seront pas intégrés, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous les démobilisez, vous en faites quoi? Aujourd'hui, dans notre armée, quand vous vous rappelez, vous verrez qu'il y a beaucoup de soldats qui sont allés à la retraite pendant qu'ils sont tout jeunes. 45 ans à la retraite. Et pour lesquels on était obligé de créer un fonds pour pouvoir les réinsérer. Alors vous démobilisez ces gens que vous avez recrutés, vous les avez formés au maniement des armes. Vous en faites quoi? Parce qu'on risque d'alimenter nous-mêmes les camps des terroristes. Et il faut faire très attention. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut lutter contre le terrorisme, mais je dis et je répète qu'il faut prendre vraiment les mesures qui sont justes et dans le long terme. Parce qu'il ne faut pas voir la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, se précipiter et recruter aujourd'hui des gens. Quelqu'un l'a dit. Qui est-ce qu'on peut former en 14 jours dans le maniement des armes, fusile des armes légères, et lui dit d'aller sur le front ou même dans le renseignement? J'ai encore dit et je répète, quand vous voyez aujourd'hui... Peut-être que ça sera plus dans le renseignement. Mais même là, le renseignement, je dis que si c'est le renseignement, pourquoi
n'est-on pas arrivé à faire en sorte que les Burkinabés, dans l'ensemble, collaborent réellement à l'effort de développement? C'est ça le vrai renseignement. Vous identifiez des gens aujourd'hui dans des villages, dans des localités, et vous dites que c'est eux là qui vont faire le renseignement. Est-ce que vous ne pensez pas que vous les exposez? Mais voilà, quand vous regardez aujourd'hui la manière dont les terroristes attaquent face à des populations innocentes, certainement qu'ils les soupçonnent de connivence avec les forces de défense et de sécurité. Alors si maintenant vous recrutez des gens et vous dites, voilà, c'est eux qui vont faire le renseignement dans les villages. Je crois que le renseignement, le vrai et le bon renseignement, c'est le renseignement le plus discret. La sécurité la plus efficace, la sécurité la plus discrète possible. Donc il faut que nous fassions très attention. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aller s'enrôler. Même moi, si on me demande aujourd'hui, je vais aller me faire enrôler. Et maintenant, avec plaisir, hein, surtout. Et maintenant, il faut que je puisse effectivement faire mon travail et être efficace. D'accord, Serge. Oui. Bon. Comment vous appréciez cette loi? Vous savez, pour la défense de la nation, pour la défense de la patrie, on n'a pas besoin de volontaires. Tout le monde est déjà volontaire. Appelé à défendre la patrie. Quand vous chantez le Ditamé, vous-même vous rendez compte que chacun doit défendre la patrie. Ça fait un. Maintenant, de deux, lorsqu'on désigne, je ne vais pas dire quand spécifiquement des gens, certaines personnes pour faire le travail. Moi, on me dit qu'on va prendre, vous savez, partout où on a essayé cette méthode-là, ça a mal fini. Partout où on a essayé cette méthode. Des exemples non, il y en a juste à côté au Mali, ici. Si vous partez au Nigeria avec Boko Haram, ils ont fait ça. Au Cameroun, ça a mal tourné. Ça a mal tourné malheureusement parce que déjà avec nos forces de défense et de sécurité, quand elles vont sur le terrain, on a eu avec le MDHP ici des problèmes où ils sont allés faire leur rapport, on a trouvé que les forces de défense et de sécurité ont commis des exactions et ça crée beaucoup de problèmes dans le pays ici. Il y a eu même le MDHP et tous les problèmes. Ça, c'est encore avec les forces de défense et de sécurité, des gens qui sont bien formés et tout ça. Alors, des gens qu'on va prendre 14 jours durant, après on dit, bon, la formation continue. Quand on me dit la formation continue, moi, souvent la question que je me pose, c'est comment la formation là va continuer? Vous mettez des gens ensemble pendant 14 jours, vous les formez, et après ils sont dans leurs différentes localités, et vous dites que la formation continue. C'est quoi? Les formateurs là vont aller dans chaque localité au fur et à mesure. De façon pratique, moi, je ne vois pas comment on peut continuer la formation de ces personnes. Donc, déjà avec le FDS, on parle des actions. Avec ces personnes-là, il y a encore ce gros risque. Maintenant, l'autre problème, moi, je dis, est-ce que le problème qu'on a là, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, est-ce que le problème qu'on a là, c'est un problème où il faut forcément passer par la force? Il faut s'armer et tout ça là. Est-ce que c'est ça seulement? Parce qu'on est allé à Pau, je le disais ici, on a dit, on va envoyer des militaires en plus, on va renforcer ceci, voilà, telle zone. L'option militaire est toujours sur la table. Quand on parle de développement, on en parle un peu. Ces localités-là, il y a des personnes ressources. Moi, je me souviens, quand ça chauffait du côté de Yirgou et que l'administration est partie, mais il y a des fils de la région qui sont allés là-bas pour donner des soins à leurs parents. Parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux, tout le monde était parti. Mais ils sont allés, ils ont donné des soins. Tout le monde est conscient de cette situation, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, la zone étant en insécurité, est-ce qu'on oui, la zone d'insécurité, non, moi je n'ai pas dit qu'il faut que l'administration aille au moins en insécurité. Ce que je viens de dire, c'est que lorsqu'il y a eu l'insécurité dans ces zones et que l'administration est partie, il y a les fils de la région, de ces régions-là, qui sont partis là-bas pour assister leurs parents. Donc les parents, et la dernière fois certains l'ont dit, nous on veut retourner chez nous. Mais l'aspect, moi la question que je me pose toujours, ceux qui attaquent le Burkina là, ils viennent d'où? Ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle approche on fait pour comprendre un peu leur motivation? Parce que tout est militaire, militaire, militaire. Au Nigeria, tout a été militaire, militaire et on est dedans depuis plus de 10 ans. Si nous faisons comme le Nigeria, je ne suis pas sûr qu'on va sortir de cette affaire. D'accord. Oui. Oui, Parlant des conditions de recrutement.
Oui, les conditions de recrutement. On sait que vous avez parlé d'anciens CDR, d'anciens militaires, et aussi, on dit aussi, l'autre atout, c'est appartenir à un groupe d'autodéfense, par exemple. C'est rassurant comme critère de sélection. Oui, je pense que le mode de recrutement est comme, c'est-à-dire que le recrutement sera confié effectivement aux forces de défense et de sécurité. Oui. Voilà, et les volontaires seront encadrés effectivement par ces mêmes forces de défense et de sécurité. Voilà. Bon, vous voyez, depuis effectivement le vote de la loi, il y a deux questions que effectivement pas mal de Burkinabés se posent. Est-ce que ces volontaires-là, nous sommes dans une année électorale, hein, est-ce que ces volontaires-là ne seront pas effectivement des potentiels électeurs pour effectivement le parti au pouvoir? Oui, c'est ce que effectivement les Burkinabés se posent. Ce n'est pas politique. Hein. Voilà, mais ce n'est pas politique, mais dites-vous que l'homme politique ne crée, c'est-à-dire qu'il utilise tout pour arriver effectivement à ses faits. L'homme politique ne néglige rien. Voilà, donc la deuxième question. La deuxième question maintenant, est-ce que ces volontaires-là, effectivement, en cas de dérapage, c'est des gars qui sont déjà armés, est-ce qu'ils ne vont pas constituer une milice, effectivement, pour un parti? C'est la question que les Burkinabés se posent. Donc, alors, je pense que le recrutement des volontaires-là, il faut effectivement qu'on arrive à bien les encadrer. Puisqu'on ne peut pas recruter un jeune du quartier, comme ça, c'est vrai, même si on parle d'enquête de moralité. En 14 jours, on le forme, on le met sur le terrain. Quelqu'un qui a effectivement appris le maniement des armes, est-ce qu'il ne va pas essayer de raqueter autour de lui? C'est possible, c'est une possibilité. Donc il faut faire très 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 attention. C'est vrai que la lutte contre le terrorisme, Serge l'a dit, on a mis effectivement l'option militaire toujours en avant. Mais aujourd'hui, il faut essayer d'autres options. Par exemple, la négociation, si on arrive à repérer ces groupes de terroristes, essayer de négocier avec eux, comme le Mali l'a fait actuellement, avec Yad Agrali et l'autre chef rebelle, le chef de la Kadiba Massina, comment il s'appelle encore, Amadou Koufa. Alors, je pense que si on met toujours en avant l'option militaire, là, c'est pas sûr qu'on puisse engranger des résultats. Et je voulais justement le compléter en disant, quand il parle de probable milice, parce que d'aucuns disent qu'effectivement, c'est une manière de légitimer les Korlorero. Quand même on dit dans la loi de n'avoir pas été membre d'un groupe d'autodéfense. Mais comment peut-on aujourd'hui justifier que toi et moi, nous sommes Korlorero ou nous ne le sommes pas? Quel est l'élément qui vient te dire aujourd'hui que nous sommes Korlorero ou nous sommes Dojo ou nous ne le sommes pas? Il n'y a aucun élément. Alors donc, justement, c'est pour dire qu'il faut faire très attention. Et là, je suis d'accord avec lui, qu'on évite de constituer une milice, d'autant plus que ces gens-là peuvent être démobilisés un jour. Vous les démobilisez, vous en faites quoi? Ils se constituent en milice? Même ce qui est plus inquiétant, on nous dit que ce n'est pas des personnes qui vont percevoir une rétribution. Non. Un salaire. Un salaire. Mais écoutez, vous formez quelqu'un, vous lui donnez une arme, vous lui donnez des moyens pour pouvoir faire le renseignement. Il va se faire payer ailleurs. Et vous dites que vous le payez pas. Mais il y a un risque, il peut se faire payer ailleurs. C'est même qu'il peut, il va se faire payer ailleurs. D'accord. Ismaël Satouné parlait. Est-ce que vous pensez que les Burkinabés vont... il y aura l'adhésion des Burkinabés face à... C'est confiant? Bon, j'allais dire qu'il est déjà prêt. Je suis tenté de dire que je ne suis pas vraiment un prophète pour le dire, mais je sais que c'est de telles initiatives, certainement qu'il peut y avoir des engouements de part et d'autre selon la motivation de tout un chacun. C'est comme les sites aurifères. Il y a de la terre il y a des éboulements chaque fois. Mais on a vu des gens qui disent que notre vie c'est trop là. Même demain matin, on va faire sortir les cadavres, nous on va creuser encore. En réalité c'est ça. Donc du coup, les gens sont à ce niveau. Lorsque dans un pays, il y a du désespoir. Lorsque dans un pays, la majeure partie de la jeunesse est en chômage. Lorsque dans un pays, les gens n'ont pas 3 fois à manger. Lorsque dans un pays, le seuil de la pauvreté est assez considérable. Mais vous voulez quoi? Les gens veulent de l'argent, les gens veulent avoir quelque chose pour se sortir d'affaires. Donc du coup, je ne vais pas dire qu'il y a des... Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts pour aller s'enrôler. Parce que nous sommes dans la ville. C'est vrai que la question sécuritaire,
toutes les zones du Burkina Faso, mais peut-être ceux qui sont encore plus concernés, il y a forcément des gens qui seront disponibles pour s'enrôler. Mais maintenant, moi j'ai vraiment peur. Vous voyez, sur cette table, on est presque sceptique. 14 jours, c'est vrai, on dit que c'est pour connaître une arme, etc. Mais 14 jours, c'est peu. Pourquoi le gouvernement parle de 14 jours? Pourquoi ne pas prendre le temps? Est-ce que la question est assez si pressante qu'il faut mettre 2 semaines? Est-ce qu'il ne faudrait pas encore penser? C'est bien que c'est des auxiliaires. Non, mais c'est des auxiliaires. Mais tout le monde est auxiliaire. Moussa, quand moi je pars à la maison, je vois quelqu'un qui je pense qu'il n'est pas crédible. Est-ce que je ne peux pas appeler le 17? Est-ce que je ne peux pas appeler la gendarmerie, etc. Je suis un auxiliaire potentiel. Donc, du coup, moi, je voudrais qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans le populisme. Il faudrait faire attention. C'est vrai que la question sécuritaire est une question pressante où nous voulons tout de suite des résultats. Mais est-ce qu'il faut vouloir des résultats? Parce que là, c'est pour parier à une situation conjoncturelle. Si on s'amuse, le revers, on aura du mal à gérer ce revers. Donc, il faut aller avec beaucoup de tact. Parce que si vous voyez un peu le mode de recrutement de ces personnes, on dit que c'est subordonné à l'approbation des populations locales dans en assemblée générale. Vous connaissez les modes de gestion dans nos communautés. Vous voyez comment c'est fragile. Et puis moi au village, je me présente, je dis je vais être volontaire. Vous pensez que quelqu'un va sortir dire que je suis mauvais? Non. Moussa, vous pouvez même voir, regardez un peu les questions les questions d'école, là, les structures qui sont dans les écoles, là, comment on les appelle? Les associations des APE. Mais regardez un peu comment même c'est géré dans les 6 mètres, comment c'est fait. Oui. Donc il ne faudrait pas que les hommes politiques se saisissent de ça. Là, je reviens un peu zéro. Se saisissent de ça, mettre leurs gars devant. C'est même les mêmes dirigeants dans les partis politiques qui se retrouvent là-bas, qui poussent leurs gars pour en fait. C'est possible. Pour terroriser donc, du coup, c'est possible. Voilà. D'accord. Fin de cette partie-ci, la loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie. À présent, parlons de la présidentielle de 2020 avec les préparatifs du côté de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ou après l'échec dans l'enrôlement des Burkinabés de l'étranger, les regards sont désormais tournés vers celui au plan national. À ce niveau, est-ce que vous pensez que la CENI est vraiment prête? Serge. CENI prête? Oui. Oh, il y a longtemps la CENI est prête. Si c'est prête, la CENI est prête. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Ils ont déployé... Mais si les gens n'ont pas de carte d'identité... Voilà, en fait, c'est là, à ce niveau-là, qu'il va falloir que chacun assume ses responsabilités. Il y a eu l'enrôlement des Burkinabés vivant à l'étranger. On a fait des gorges chaudes, qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qu'on a enregistrées. Mais écoutez, la CENI ne va pas aller chez chacun le tirer pour qu'il vienne se faire enrôler. Et puis, la loi portant code électoral sur tous les documents de votation. Mais cette loi-là a été votée il y a longtemps, on a fait tous les débats qu'on voulait autour. Maintenant, il appartient à chacun d'assumer ses responsabilités. Si vous êtes un parti politique, vous aspirez à venir au pouvoir, ou bien si vous êtes même au pouvoir, vous aspirez à vous maintenir au pouvoir, c'est à vous de mobiliser vos militants pour qu'ils puissent avoir les documents de votation. La CENI, même le jour, parce qu'à l'allure où on va là, même le jour du vote, lorsqu'il n'y aura pas d'engouement, on va accuser la CENI. Écoutez, la CENI est un opérateur technique. Lui, il est là pour faire en sorte qu'on puisse enrôler des gens. Les gens qui remplissent les conditions. Mais ils s'asseyent, ils vous attendent. Si vous arrivez, vous remplissez les conditions, on vous enrôle. Si vous ne remplissez pas les conditions, on l'a dit, les gens sont allés, il n'y a pas eu d'engouement. Ça, la CENI peut faire quoi? Si la CENI n'a pas envoyé le matériel technique pour le faire, ça c'est un autre problème. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous êtes là. Si vous savez que votre CNIB est en train de se périmer et que d'ici là, vous ne pourrez pas prendre part au vote, c'est à vous de prendre vos dispositions pour pouvoir être en règle. Ça, ce n'est pas à Newton Ambel Barry, le président de la CENI, de venir vous dire mettez-vous en règle. Ce n'est pas son rôle. Mais je peux me faire accompagner par un parti politique. Mais même actuellement, les gens ont commencé à faire des opérations de carte d'identité, de délivrance du carte d'identité. Il y a même cette semaine-là, même à la place des Mati, là, où il y a eu une opération de délivrance de certificat de nationalité. Il y a des gens qui sont en train de faire en sorte, parce qu'en fait, la carte d'identité, moi je dis le débat même doit se situer autour de ça. Les gens doivent se mobiliser pour que les citoyens aient leur carte d'identité. Parce que c'est ça la citoyenneté. Et la carte d'identité, ce n'est pas le jour du vote seulement. Et donc, on doit travailler à la citoyenneté, faire en sorte que les gens aient leur carte d'identité. Mais ça, ce n'est pas le rôle de la CENI. D'accord. Oui, Amer Zerbo.
Ok, vraiment, merci. Serge l'a dit, ce n'est pas le rôle effectivement de la CENI. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est les partis politiques qui doivent effectivement inciter leurs militants à aller se faire enrôler, inciter leurs militants à avoir en tout cas des pièces d'identité. Oui. Voilà, je pense qu'il y a a des... remarqué que beaucoup de Burkinabés ont leur carte d'identité dont la validation arrive à terme. Oui. La CENI parle de prorogation. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Oui, si effectivement la CENI pense effectivement s'il faut effectivement prolonger la date pour effectivement atteindre un certain niveau d'électeurs. Techniquement, à l'heure où nous sommes, l'ONU ne peut pas délivrer des cartes d'identité à tout le monde. Voilà, je pense que déjà il y a des partis politiques, crédibles, hein. Certains partis politiques qui ont commencé, voilà, peut-être le mot est trop fort. Voilà, le mot est trop fort. Oui. Certains partis politiques ont déjà commencé à sillonner les villages, les départements pour inciter effectivement leurs militants à se faire enrôler et à avoir en tout cas des cartes d'identité, comment on appelle ça, des extraits d'actes de naissance pour aller effectivement faire des pièces d'identité afin de se faire enrôler. Alors, il y a 2 partis politiques déjà qui ont commencé à faire le tour effectivement des villages. Je ne vais pas citer de nom. Alors, je pense que ce travail-là incombe effectivement à ces partis politiques et quelque part aussi aux OSC. Voilà, il y a des OSC qui doivent effectivement sensibiliser les populations puisque, bon, eux aussi, c'est leur contribution effectivement dans l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Voilà, c'est vrai que, bon, c'est la société civile. Ils ne font pas la politique, mais bon, ils font la politique à leur manière aussi. Voilà, il faut... D'accord. Voilà. Ok, Kadi. Oui, non, je ne partage pas entièrement le point de vue de Serge sur le fait qu'il faille dédouaner entièrement la CENI sur cette question. Oui. Parce que, en tant que même opérateur technique, je suis d'accord, mais qu'elle prenne aussi les dispositions pour que, à quelque part, on ne sabote pas son travail. Ah, oui. Parce que tant que ces dispositions ne sont pas prises et ton travail est saboté, c'est qu'en partie, il y a une responsabilité. Sans électeurs, pas d'élection, oui. Pas de CENI. Ça veut dire qu'à la fin, c'est elle qu'on accusera toujours. Oui. Alors, c'est pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, moi, je suis mal à l'aise quand je vois des partis politiques ou des hommes politiques qui sortent et qui payent la pièce d'identité à la place de quelqu'un. Pourquoi je le dis? Parce que la nationalité ne s'achète pas. Chacun de nous doit être volontaire de sa nationalité. Ça veut dire qu'à quelque part, l'administration n'a pas fait son travail qui consiste à faire en sorte que le Burkinabé se sente Burkinabé et qu'il sache que être Burkinabé, d'abord, c'est avoir un acte de naissance, c'est avoir une pièce d'identité, c'est avoir un certificat de nationalité, et c'est avoir tous les documents qui font de toi le Burkinabé. Et quand ce travail n'est pas fait, l'administration ne le fait pas. Et quand ce sont les hommes politiques qui sont obligés de sortir sur le terrain pour le faire, effectivement, en ce moment, ils ne peuvent que mobiliser les militants. Oui. Et à quelle fin? Pour être élus à la fin. Et finalement, on va rapporter le fait qu'il faut être burkinabé, qu'il faut avoir ces documents à la politique. Et je trouve ça un peu malaisé, parce que les gens qui sortiront aujourd'hui, qui vont être aidés par X ou Y, se sentiront redevables le jour du vote. Ceux qui les ont aidés à établir les pièces. À établir les pièces. D'autant plus que quand on va dans les villages, c'est vrai. Ça force un peu. Ça force le jeu. Parce que quand on va dans les villages, on ne dit pas ce sont nos militants ou ce sont les militants d'autres partis. Mais toujours est-il que quand les partis politiques ou les hommes politiques agissent de cette manière, c'est toujours à des fins électorales. Et ça, je suis un peu gêné de le constater. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je dis en Côte d'Ivoire, la CENI a fait sans doute son travail. Nous, Tonamen l'a dit, nous avons disposé le personnel parce que voilà, les partis politiques sont allés, ils ont démontré qu'il y avait l'engouement, ainsi de suite. Mais c'est mal connaître les partis politiques. Les mêmes militants qui remplissent le stade aujourd'hui au nom du MPP, le lendemain, c'est les mêmes qui vont aller remplir le même stade au nom du CDP. Le surlendemain, c'est les mêmes qui seront là-bas pour l'UPC. Mais si vous partez sur cette base-là, le jeu est faussé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 14 187, je crois, sur un potentiel de 1 million à 2 millions 500. Et voilà, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. D'accord, Ismaël Paré. L'autre problème aussi de la CENI, c'est peut-être les cas des déplacés internes
comment est-ce que intégrer cette donne? Merci bien. Les déplacés internes, il faut le signaler, c'est des Burkinabés. Par rapport à une situation qui ne dépend pas d'eux, voilà, qui fait qu'ils ne sont plus à l'ère biotope. Donc, il est assez important que la CENI puisse développer, ou encore que les autorités compétentes puissent développer des stratégies pour permettre à ces personnes-là de pouvoir prendre part au scrutin, parce que c'est assez important, c'est un acte de sociabilisation, ça sociabilise, parce que déjà ils ne sont pas dans l'ère biotope, ils peuvent se sentir à l'écart de la société. Donc ça, ce sont des éléments qui permettent de... Aujourd'hui, je dirais, leur préoccupation, ce n'est pas les élections, mais d'être avoir un abri sécurisé pour vivre. Oui, tout est Vous voyez qu'il y a d'autres même qui demandent à ceux qui repartent chez eux. Parce que c'est ce que nous avons dit sur ce plateau. Quelqu'un qui n'est pas dans son biotope, qui n'est pas dans son élément, amenez-le sur Kwame Nkrumah, donnez-lui du shawarma, des hamburgers tous les jours, logez-le à Splendide Hôtel. Il veut voir ses poussins, il veut voir son champ de maïs, c'est ça. Donc, il n'est pas épanoui. Donc, c'est ça, c'est normal, mais c'est une situation conjoncturelle. Donc, ça, il faut le signifier. Maintenant, revenant à la question d'antan, il revient aux autorités compétentes de développer des stratégies pour permettre à ces personnes-là de pouvoir voter, parce que c'est assez important quand même. Ils ne sont pas à leur lieu d'habitation habituel, mais c'est des Burkinabés. Comment faire pour mettre en place une stratégie ou des actions pour les permettre de s'enrôler, de pouvoir prendre part au scrutin. Mais maintenant, par rapport aux engouements dont les uns et les autres faisaient cas tout à l'heure, je suis d'accord avec Serge lorsqu'il disait tout de suite que le rôle de la CENI, ce n'est pas d'amener les gens à voir la CNIB. Ça au moins c'est clair. Parce que si vous prenez l'article... Je suis conscient que ça, voilà, pas d'élection. bien sûr, non, on est d'accord, mais chacun est compétent dans un domaine très bien défini. Quand vous prenez l'article 3 du Code électoral, il définit clairement les missions de la CENI. Donc, il ne revient pas de droit à la CENI de demander aux gens d'aller prendre des CNIB. Parce que l'acquisition des CNIB subordonne, permet aux gens maintenant de venir devant la CENI pour dire « moi je veux une carte électorale ». C'est là que la compétence de la CENI peut être engagée. Mais maintenant, sans recuser, pour finir, ce que Kani a dit, c'est assez important parce que ce sont des services qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent. Lorsque un est défaillant, si la CENI est défaillante, c'est sûr que ça va empiéter sur le travail de l'ONI, etc. et vice-versa. Et c'est là qu'on parle d'une question de collaboration. Exactement. Et il faut aller dans la logique de la sensibilisation. Parce que s'il y a 20 000 électeurs dans tout le Burkina, ça aussi c'est un échec de la CENI. Oui, je voulais juste ajouter ce qu'il a dit. C'est d'autant plus vrai qu'on a arrimé le fichier de l'ONU à celui de l'ONU, à celui de la CENI. Ça veut dire que la CENI est en mesure de nous dire aujourd'hui combien de personnes en Côte d'Ivoire sont détentrices de la carte nationale d'identité. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On sent... Bon, la CENI invite l'ensemble des acteurs. Moi, je dis pour moi, il faut qu'on donne un peu plus de valeur à notre CNIB. Pour moi. Qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous empêche de dire que la CNIB, là, c'est notre document de votation en même temps? Qu'est-ce qui nous empêche de le dire? Ça veut donner un peu plus, on donne un peu plus de valeur à notre CNIB. Parce que le gars va... il va ouvrir la porte à la fraude. Non, quand il le disait tout à l'heure, mais comment ça peut ouvrir la porte à la fraude? Et même on peut aller au-delà. Ça pose en même temps même le problème de notre fichier national d'identification. Ça pose en même temps ce problème-là. Pourquoi on ne le modernise pas comme certains pays l'ont fait? Parce que c'est un instrument qui permet de booster le développement. Lorsque dans un pays, vous êtes identifié et que vous avez un seul identifiant, de votre naissance jusqu'à votre mort, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Quelqu'un ne peut pas, par exemple, créer une société, aller postuler un marché public, prendre l'argent, disparaître et puis demain réapparaître sous un autre nom. Ce n'est pas possible. Et ça, il y a beaucoup de choses qui vont permettre au pays de se développer. Il y a des déperditions d'argent qu'on ne va plus avoir. Et ceux qui fraudent par rapport aux impôts et tout ça, ça sera difficile. Donc c'est l'occasion
de poser ce débat-là. Moi, je pense que les partis politiques devaient poser ce débat de telle sorte qu'on fasse en sorte que chaque Burkinabé ait un identifiant unique. Et je voulais ajouter, Oui, c'est très important ce qu'il dit. Oui. Ça veut dire l'identifiant unique, c'est quoi? À votre naissance, dès qu'on établit votre acte de naissance, qui dit que vous êtes né là, vous avez cet identifiant-là, jusqu'à ce que vous mourrez. Et le jour que vous mourrez, l'identifiant se fasse. À ce moment, on n'a plus besoin d'enlever des milliards pour dire qu'on va faire recensement. Ça veut dire le nombre est connu à l'instant T. Et on avance. Et on avance. Voilà pourquoi les pays européens peuvent se permettre de dissoudre le Parlement et de voter le lendemain. Oui. Voilà, je pense que Paris a sorti un mot en tout cas très important, sensibilisation. Oh. Alors, je vous dis, nos partis politiques ne jouent pas pleinement leur rôle. Certains partis politiques, peut-être. Tous les partis politiques, je vous dis. Tous les partis politiques. Puisque si ce n'est pas à l'approche des élections, on ne les sent pas. Alors que l'une des missions de ces partis politiques-là, c'est l'éducation des populations. Vous voyez, l'extrait d'acte de naissance est un document très important pour effectivement tout citoyen. Ces partis politiques devraient sensibiliser la population en leur faisant savoir en tout cas l'acte de naissance est un document très important. Si ce n'est pas à l'approche des élections, on ne les comprend, on ne les sent pas. De même que les OSC, les organisations de la société civile, ils devraient effectivement s'impliquer dans ce travail de sensibilisation-là. Puisque vous savez, il y a des Burkinabés qui naissent, ils meurent sans acte de naissance. Il y a des Burkinabés. Identifiant. Oui. Il est né, il n'a pas d'acte de naissance jusqu'à ce qu'il meure. Alors que de nos jours même, des animaux, ont des documents. En bon? Ah si? En Europe, peut-être. Non, même ici. Pas en Europe, même ici. Mais tu vas voir certains éleveurs. Oui, il y a des éleveurs qui, effectivement, ils ont des animaux. Chaque animal, en tout cas, a un document. Moi, je ne partage pas son avis sur la sensibilisation que les OSC et les partis politiques. Il est du devoir régalien de l'État de faire en sorte que chaque Burkinabé et chaque même personne qui vit au Burkina soit identifiée, connue. Et ça, c'est le rôle de l'État. D'accord, donc on va refermer avec toi, Serge, puisque cette page. Aujourd'hui, tu as ton enfant, tant que tu n'amènes pas à la mairie faire établir son acte de naissance, ce n'est pas l'État qui va venir te dire. Et ça, c'est les OSC qui doivent venir te dire. Non, il faut sensibiliser, mais c'est les gars qui ne savent pas. D'accord. Donc, on va mettre fin à cette partie sur la présidentielle de 2020 au Burkina avec les préparatifs du côté de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Place maintenant un autre sujet pour refermer cette mission, la crise à la police municipale de Bobo-Dioulasso, où rien ne va plus. En témoigne encore cette semaine l'absence de ces agents dans la régulation de la circulation routière et ces voix qui s'élèvent pour demander le départ du directeur de cette structure. Crise à la police municipale de Bobo. Alors comment est-ce que vous comprenez cette situation? Question à qui veut la prendre? Non. Non, je crois que la situation à la police municipale ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette publication d'un activiste sur les réseaux sociaux et qui a parlé surtout de régionalisme au niveau, accusant plutôt le directeur de la police d'user du régionalisme pour discriminer certains agents. Et c'est cette publication, malheureusement, qui a été commentée par le directeur lui-même, donnant l'impression qu'il est d'avis avec la publication. C'est ça qui a fait déborder le vase. Sinon, la situation existe il y a bien longtemps. Et les raisons pour lesquelles elle existe ne sont pas du tout celles qui font aujourd'hui la une de l'actualité, c'est-à-dire demander le départ express du directeur, sinon pas de service. Ça, c'est vraiment une crise dans la crise. Sinon, le vrai problème au niveau de la police municipale, pour ceux qui suivent, effectivement, c'est qu'il y a un problème oui, un peu cela, mais de reclassement, en fait, de certains agents qui sont atteints par la limite d'âge dans le concours professionnel et qui souhaiteraient qu'effectivement l'autorité, c'est-à-dire le maire, les reclasse. Puisse revoir les textes. Les textes pour les reclasser. Alors, c'est à quoi le maire a tout simplement répondu qu'il n'est pas de sa responsabilité parce que ça ne peut pas se limiter seulement aux policiers municipaux de la ville de Bobo, mais à l'ensemble des policiers municipaux sur le plan national, ce qui dépasse ses prérogatives. Alors, tout de suite,
vous conviendrez avec moi que les agents qui sont rentrés par la suite et qui certainement ont eu la chance de composer ou de faire des concours professionnels, alors ils sont d'office plus gradés que les anciens qui étaient là et qui n'ont pas eu la chance de faire les concours professionnels pour des raisons que je ne connais pas très bien. En tout cas, toujours est-il qu'il y en a qui n'ont pas pu faire les concours professionnels. Donc ça pose un problème de personnel à l'intérieur, ce qui est à quelque part humainement peut être compris parce que quand bien même nous soyons dans un je dirais, dans un système militaire où c'est les plus gradés qui commandent le moins gradé, alors se retrouver avec des jeunes qui sont dans le commandement contre des personnes qui certainement ont de l'expérience, alors voilà tout le problème qui se pose et qui fait que, voilà, par moment, le service est paralysé. Et comme je l'ai dit, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est vraiment que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et Zerbo, comment est-ce que vous comprenez cette situation? Parce que, comme Kamil a dit, ce n'est pas une situation qui est assez nouvelle. Oh oui, effectivement, je pense que la crise a couvert depuis longtemps. Hein, parce que dès effectivement que la crise a éclaté, bon, personnellement, j'ai essayé d'approcher les deux camps, quelques éléments effectivement pour essayer de mieux comprendre la situation. Comme Kamil a dit, effectivement, c'est effectivement un problème de concours professionnel. Il y a des éléments effectivement qui ont fait effectivement le concours, ils ont été admis, ils sont allés à l'école, ils sont revenus. Je pense que avant qu'ils ne partent effectivement, vous savez que la police municipale a un syndicat. Voilà, il semblerait que les syndicats avaient demandé à ce que ces éléments-là ne partent pas. Boycottent effectivement le concours, puisqu'ils disent qu'au niveau de la police municipale, c'est chaque 5 ans qu'on lance le concours professionnel. Et que quand on lance le concours, c'est quelques éléments, 5 personnes qu'effectivement on recrute. Voilà. Donc le syndicat avait demandé en son temps de boycotter le concours, puisque chaque 5 ans, s'il faut lancer le concours chaque 5 ans, il faut élever le nombre effectivement d'admis. Voilà. Si on se limite à 5 personnes seulement, bon, c'est insuffisant. Alors, il semblerait que les 5 personnes, effectivement, se sont entêtées, ils ont déposé leur dossier, ils ont été admis, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, au niveau de la police municipale, effectivement, les éléments ont décidé de ne pas effectivement leur donner la ration. Tu as ton grade, tu rentres, le petit brigadier ne te respecte pas. Donc c'est comme s'ils ont été marginalisés en réalité. Voilà. Et que le directeur les a nommés à la tête de certaines sections. Donc, ce qui a effectivement amené le mécontentement au sein de la troupe. Du grand groupe. Voilà. Alors que le groupe avait demandé à ce qu'on envoie ces éléments-là hors de la police, c'est-à-dire que les affecter, par exemple, dans les arrondissements. Alors, je pense que c'est ce qui est à l'origine, effectivement, de la crise qui secoue la police municipale. Donc, ça a entraîné, en tout cas, un bras de fer entre le syndicat et la hiérarchie. Donc, je pense qu'actuellement, bon, ils sont en train de travailler pour trouver un terrain d'entente entre les deux camps. Donc, Serge, ce qui est peut-être surprenant dans cette crise, c'est le silence de l'autorité communale. Vous voulez que l'autorité communale dise quoi? Organise une conférence de presse pour nous expliquer ce qui se passe. Si l'autorité communale fait comme ça veut dire qu'il va passer son temps à organiser la conférence de presse toute l'année. Hein, parce que ce n'est pas la police municipale seulement, il y a des problèmes au niveau de la commune. En fait, mais il faut une solution à cette crise. Non, bien sûr, il y a une chose. Et puis, il faut dire que la crise a éclaté. Au moins, ça a éclaté, c'est l'autorité communale, le maire était là. Je ne crois pas qu'il était là à cette période-là. Donc, il y a tout ça là aussi. Il faut que nous aussi, on essaie de... Mais moi, en fait, dans cette affaire, ce que j'ai trouvé suffisamment malsain, c'est cette histoire d'ethnicisme et de régionalisme. Qui ressort dans cette crise. C'est malsain. C'est malsain. Et puis, il ne faut pas insulter l'intelligence des gens avec ces genres de propos-là. Je ne crois pas qu'un syndicat soit mis en place pour pouvoir faire la promotion d'une ethnie. Moi, je ne crois pas. Dans un service, lorsqu'il y a un syndicat, c'est pour améliorer les intérêts matériels et moraux et les conditions de travail. C'est ça. Le syndicat est né pour ça. Et je me souviens, sous la transition, ce problème-là même s'était posé. Les histoires de concours, là, c'était sous la transition. En ce moment, vraiment, Fabrice Salou n'était pas maire. Ce problème-là s'est posé. Nous, on est allé là-bas plusieurs fois pour les écouter. Ils ont dit, les histoires de concours, on n'est pas dedans,
on souhaiterait qu'on puisse avoir un glissement catégoriel pour nous tous. Et donc, ça coïncide depuis longtemps. Moi, je pense qu'avec l'arrivée du maire même, pendant que le concours se déroule là, on permet à des gens, le quota a été un peu même revu à la hausse pour pouvoir essayer de rattraper un certain nombre de choses dont les gens caracolent, pour pouvoir essayer de contenter les uns les autres. Mais je dis qu'il ne faut pas que notre vivre ensemble, même notre bien vivre ensemble, là, on vienne mettre ça en péril avec des questions d'ethnicisme. Parce que quand vous prenez le syndicat, là, pour ceux qui connaissent le syndicat, là, la plupart des membres de ce syndicat-là ne sont pas bobos. J'en connais même qui sont même parentés au directeur de la police municipale qui sont dans le syndicat et qui sont très virulents parce que c'est une question de carrière. Oui. Et une question de carrière, ce n'est pas une affaire de tiens mon frère. Parce que moi, si ma situation s'améliore, c'est ma situation, moi et ma famille d'abord. Oui. Ce que toi tu perçois là, on ne partage pas. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une propension à faire croire que c'est une affaire. Et ceux qui le disent, oui, s'ils le disent, véritablement, c'est insulter l'intelligence de ceux qui sont à la police municipale. Parce que même si vous prenez la municipalité de Bobo, fouillez, vous allez voir. Kani est là, si ce que je dis est faux, il va me contredire. La plupart des services là, la plupart des chefs de service, la grande majorité ne sont pas des Bobos. Oui, Bobo, c'est une ville cosmopolite. La grande majorité ne sont pas des Bobos. Oui. Donc il ne faut pas que ce débat-là glisse sur ce terrain-là. Oui. Ça, vraiment, ceux qui font ce débat-là, qu'ils arrêtent ça. S'ils ont des arguments, qu'ils envoient d'autres arguments, mais il ne faut pas qu'ils insultent l'intelligence des gens avec ces genres d'arguments qui sont suffisamment réducteurs, qu'ils évitent les raccourcis. D'accord. Ismaël Faré, quelle issue à cette crise? Mais il faut que cette crise ait une issue favorable, parce que déjà la police municipale, je pense que c'est elle qui assure la sécurité du maire, parce que le maire, j'allais dire, c'est lui le commandant en chef, c'est lui le premier responsable. C'est le chef suprême. Bien sûr, c'est lui le premier responsable de la police municipale. Donc si une torchon, un torchon brûle dans ta maison, il est assez important que le père de famille lui-même puisse s'actionner pour trouver des solutions. Mais ce que je voudrais dire, ça dénote aussi qu'il y a des failles dans nos textes. Oui, parce que souvent on rentre dans une nouvelle expérience, parce que la police municipale, vous voyez, bon, pour le cas de Bobo Dioulasso, ça fait au moins 20 ans qu'elle existe. Peut-être, certainement, elle a pris l'expérience dans une autre ville, Ouaga, bien sûr, parce que, voilà, et peut-être ailleurs. Très souvent, quand on rentre dans une nouvelle expérience, on rentre en ne faisant pas attention à un certain nombre de choses qui peuvent nous rattraper 10 ans, 15 ans. C'était l'objet même de notre premier sujet, les volontaires. Il faut se projeter. Parce que ça peut, il ne faut pas forcément commencer, mais, etc., etc. Donc, vous voyez que les mêmes questions reviennent aujourd'hui, parce que même à la police nationale, le débat était posé lorsqu'il fallait supprimer les agents de police pour recruter des assistants. Donc, il a fallu qu'on prenne tous les vieux, tous les papas qui étaient avancés en âge, on les a amenés à l'école, on les a recyclés et ils sont ressortis pour que au moins les enfants qui sortent, etc. Maintenant, pour ce cas précis, il faut que les gens chassent raison gardée. Non, c'est ce que je disais, c'est le commandant, c'est lui le premier responsable de la police municipale. Il faut que force doit rester à la loi. Parce que moi je suis indigné de voir que, parce que les gens n'ont pas respecté le mot d'ordre des syndicats. Les gars partent à l'école, ils reviennent avec un grade supérieur. Et les gens décident de boycotter leur hiérarchie, leur autorité, mais ça c'est de l'incivisme. Ça, il n'y a pas un autre moyen. On n'est pas dur, c'est de l'incivisme. Mais il faut revoir. Oui, il faut revoir. Parce que, que ce soit les militaires, les corps paramilitaires, les policiers municipaux, ils sont dans la même logique. Et ce qui incarne ces personnes-là, c'est les valeurs, c'est la discipline, c'est le respect de l'autorité. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas, parce que j'ai été contre que le gars dépose, mais c'est une question de loyauté. Le gars, il faut aussi qu'on reconnaisse le droit à l'autre de gréver ou de ne pas gréver. Il a donné son point de vue. Oui. Vous le traitez comme tel, mais vous respectez son autorité parce que ce sont les règles de la République qui le commandent. D'accord. Monsieur Canavé, cette crise, on voit que c'est le départ du directeur de la police qui est vraiment demandé. Est-ce que vous pensez l'homme peut-il toujours rester à son poste? Ah non, ici, ce n'est pas une question de rester à son poste ou de ne pas rester. Il a été nommé. Il y a déjà une fracture. Il a été nommé. Et je dis, je rejoins un peu Saturnin, quand il parle de commandement, il parle d'autorité.
Parce que ce n'est pas à chaque fois qu'on demande le départ de quelqu'un qu'il faut l'enlever. ouais. Parce qu'il faut que ce soit fondé sur des textes, Voilà. sur des raisons valables. Si aujourd'hui, par exemple, les récriminations qui sont faites contre le commandant de la police, si elles sont vraies, c'est à l'autorité de juger. Ouais, on l'accuse de malversation. De malversation. Oui. Mais il a dit qu'il est d'accord qu'on vienne regarder si effectivement il y a malversation. On les sanctionne. Et je crois que c'est ces valeurs de ce genre qu'on peut les sanctionner. Voilà. Mais parler de façon virtuelle et dire est-ce qu'il peut rester à sa place, est-ce qu'il peut pas. Du reste, ils ne sont que deux qui ont le grade d'inspecteur De police. à la police municipale. Oui. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Et les deux ont déjà géré cette responsabilité. Voilà. Alors aujourd'hui, justement, beaucoup de gens pensent que ils veulent, l'autre qui veut que voilà, on c'est l'autre qui remplace travaille l'autre. pour que l'un parle. Et je crois que là, je suis d'accord avec Serge, il ne faut pas que les gens tombent dans cette bêtise-là. Parce qu'aujourd'hui, ça compromet aussi la carrière professionnelle des autres agents qui sont là. Parce qu'il y a très longtemps que les concours professionnels sont bloqués. Et cette année, il n'y a pas eu de concours professionnel. Et il y a des gens qui étaient prêts, des agents qui étaient prêts à le faire, mais qui n'ont pas pu le faire. Et ça, comme il l'a dit, ça tournait, on est en train d'être dans un cycle qui probablement va se répéter parce que ces gens qui n'ont pas pu faire le concours, à un moment donné, vont aussi se plaindre. Et quel est l'objectif? On va y arriver où? Je pense qu'il faut que les uns et les autres, effectivement, ça c'est raison garder. Et je précise que la question préoccupe énormément l'autorité qui s'en est saisie à plusieurs reprises, qui a rencontré tous les services, tous les protagonistes pour trouver une issue. Mais malheureusement, voilà, si le syndicat doit rester aussi réel, Les positions sont tranchées. D'accord, dernier mot à Ahmed Zerbo pour fermer cette émission. Oui, vraiment, merci Moussa Sanou. Vous savez, quand j'ai échangé effectivement avec ces éléments-là, mais ils ont toujours vraiment dit que voilà, ils ont dit que le directeur est un homme très 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 compétent. Et même vraiment, il magnifie même vraiment sa compétence. Et pourquoi demander son départ? Mais justement, c'est la question. Et même ils disent que non, c'est comme si c'est quelqu'un qui est né avec le commandement. C'est-à-dire qu'il est très bon. Donc même sur les réseaux sociaux, dès que l'affaire a éclaté, vous avez vu comment la toile s'est enflammée. Donc très souvent, c'est des demandes maximalistes. Hein. On demande plus, on l'a vu avec la Poste, on demande plus pour pouvoir avoir moins, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'inquiétant dans ça. Ok, merci. Panorama Média de ce jour s'arrête là, était avec nous sur ce plateau. Ismaël Satuné Paris, journaliste, reporter à la RTV2 télévision. Mouta Moukani, directeur de publication de l'Express du Faso. Ahmed Zerbo, directeur également de publication du journal Libération. Merci. Et Serge Tilly, journaliste à LPC, la radio Liberté de parler et de communiquer. Merci, chers confrères, d'avoir répondu à notre invitation. À vous tous qui avez suivi cette émission. Merci pour la fidélité au programme de notre chaîne, la RTV2. À dimanche prochain, Dieu voulant, pour un nouveau rendez-vous. Mais en attendant, retrouvez ce numéro de votre émission en rediffusion ce lundi après 22h30.